Mon fils a gagné son match de championnat. Stade plein, mais pas un seul membre de la famille n'est venu. 3 jours plus tard, ma sœur a envoyé un SMS groupé, dîner de victoire d'Henri, $2300 par place. Lien de paiement ci-dessous. Aucune excuse. Puis elle a ajouté, nous l'organisons dans votre Béastro. Fermez-le pour nous. J'ai répondu avec un seul mot, non. 2 heures plus tard, elle a fait irruption dans mon hall d'entrée en hurlant. Bonjour à tous, avant de plonger dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai besoin de votre aide. Nous avons remarqué que la chaîne perd un peu de terrain, et s'abonner est l'une des meilleures façons de nous soutenir. C'est rapide, et cela nous aide à continuer à vous proposer du contenu génial. Votre soutien signifie beaucoup. Continuons à faire grandir cette chaîne ensemble. Merci beaucoup. Maintenant, commençons la vidéo. Je m'appelle Timothy. J'ai 41 ans. Et s'il y a une chose que j'ai apprise en 4 décennies de respiration, c'est ceci, être fiable vous rend invisible. J'ai construit mon Béastro à partir de rien. Il y a 12 ans, je faisais griller des hamburgers dans une chaîne de restaurants pendant que ma femme, Heather, luttait contre le cancer. Stade 4, agressif, le genre de diagnostic qui vient avec un calendrier au lieu d'un remède. Elle est morte quand Henri avait 4 ans, un mardi matin en novembre, en me tenant la main pendant que notre fils regardait des dessins animés dans la salle d'attente de l'hôpital. Le chagrin a failli me tuer aussi. Mais j'avais un fils qui avait besoin de petit déjeuner et de quelqu'un pour lasser ses chaussures. Alors j'ai fait des doubles quarts de travail, j'ai économisé chaque dollar, j'ai ignoré l'épuisement qui me faisait mal aux os, et j'ai finalement acheté un restaurant italien en faillite à la périphérie du centre-ville. Je l'ai renommé en B&Oak. J'ai refait les planchers moi-même, en les ponçant à 3 heures du matin quand je ne pouvais pas dormir. J'ai peint les murs d'un gris anthracite profond, la couleur dont Heather disait toujours qu'elle lui rappelait les soirées d'hiver. J'ai construit cet endroit avec mes mains et mon chagrin, y versant tout ce qu'il me restait dans quelque chose de tangible, quelque chose de réel, et ça a marché. 5 ans plus tard, en B&Oak avait une liste d'attente le week-end. Les critiques gastronomiques ont écrit sur mes côtes levées braisées, les qualifiant de meilleures de la ville. Les entreprises locales ont réservé notre salle à manger privée pour des célébrations, des demandes en mariage, des anniversaires importants. J'ai embauché 12 personnes. J'ai donné à Henri tout ce dont Heather et moi avions rêvé, la stabilité, une maison avec sa propre chambre, des économies pour l'université, un avenir qui n'impliquait pas de se demander si nous pouvions nous permettre de faire les courses. Mais pour ma famille, je n'étais toujours que Timothy, le frère qui virait de l'argent quand le loyer était court, le fils qui préparait l'anniversaire de maman gratuitement, passant 16 heures dans la cuisine à préparer ses plats préférés pendant qu'elle se plaignait que le risotto était trop salé, l'oncle qui prêtait sa voiture et ne demandait jamais quand elle reviendrait, la retrouvant 3 semaines plus tard avec un réservoir vide et un pare-brise fissuré. Ma sœur cadette, Martha, m'appelait son filet de sécurité. Mon frère aîné, Jérémy, m'appelait son plan de secours. Mes parents m'appelaient 2 fois par an, et les 2 fois, ils avaient besoin de quelque chose. Je n'ai jamais dit non. Je me suis dit que c'est ce que fait la famille. Vous vous présentez, vous aidez. Vous ne gardez pas le score. Vous ne demandez pas de gratitude. Vous donnez juste parce que c'est à ça que ressemble l'amour. Martha m'appelait depuis toute sa vie d'adulte. Quand elle avait 23 ans et ne pouvait pas payer son loyer parce qu'elle avait dépensé son chèque de paie pour un week-end à Vegas, j'ai envoyé $800 en 1 heure. Quand elle avait 26 ans et que sa voiture a été saisie parce qu'elle avait manqué 5 paiements, j'ai co-signé un prêt pour une Honda d'occasion, mettant mon crédit en jeu. Quand elle a eu 30 ans et a voulu organiser une fête d'anniversaire dans un bar sur le toit du centre-ville, j'ai tout préparé gratuitement, côtelettes d'agneau avec chimichurri à la menthe, risotto à la truffe, une tour de dessert avec des macarons et de la mousse au chocolat. Elle a publié 47 photos en ligne, a tagué le lieu, a crédité le DJ et le fleuriste, n'a jamais mentionné mon nom une seule fois. Jérémy était pire à sa manière, plus silencieux à ce sujet, mais plus constant. Il a emprunté $5000 pour démarrer une entreprise d'aménagement paysager et ne l'a jamais remboursé, même après avoir vu des photos de son nouveau camion sur Facebook. Il a utilisé mon Béastro pour le dîner de répétition de son mariage, a promis de régler la facture plus tard, et j'attends toujours 7 ans plus tard. Quand sa fille a eu besoin d'un appareil dentaire, il m'a appelé à minuit pour demander $3000, sa voix tremblant d'une panique fabriquée. Je l'ai envoyé le lendemain matin. Il m'a remercié avec un SMS qui disait « J'apprécie, mec ». 3 mots, pas de suivi,
pas de reconnaissance quand je l'ai vu sourire sur des photos de famille avec des dents parfaitement droites. Maman et papa me traitaient comme un guichet automatique avec une personnalité. Chaque Noël, chaque fête de l'Action de Grâce, chaque barbecue du 4 juillet, j'étais celui qui cuisinait, celui qui organisait, celui qui payait l'épicerie, le vin et les décorations. Il demandait comment allait Henri, hochait la tête poliment pendant que je parlais de ses matchs de basketball, puis passait 2 heures à parler du nouveau travail de Martha dans le marketing, du handicap de golf de Jérémy ou des photos de vacances de Barbara. Je me suis dit que ça ne me dérangeait pas. Je me suis dit que je construisais quelque chose de réel, quelque chose qui comptait plus que d'être remarqué, mon fils, mon entreprise, mon intégrité. C'était suffisant. Cela devait être suffisant. Henri a eu 16 ans au printemps dernier. Il a joué meneur pour Jefferson High. Et il était bon. Pas seulement bon, exceptionnel. Main rapide. Une vision du terrain qui faisait secouer la tête aux entraîneurs d'incrédulité. Une éthique de travail qui faisait honte aux hommes adultes. Des entraîneurs de programmes universitaires ont commencé à se présenter à ces matchs, assis dans les gradins avec des presse-papiers et des chronomètres. Des recruteurs m'ont remis des cartes de visite avec des logos en relief. Henri travaillait plus dur que n'importe quel enfant que j'ai jamais vu, faisant des exercices à 6 heures du matin avant l'école, lançant des lancers francs dans notre allée jusqu'à ce que ses mains saignent, et j'ai dû les envelopper dans de la gaze. Le match de championnat d'État était prévu pour le 14 mars. Un vendredi soir, Jefferson contre Ridgewood, les 2 meilleures équipes de la région, toutes 2 invaincues. Le match se déroulait dans la grande arène du centre-ville, celle qui peut accueillir 8000 personnes, celle avec le jumbotron et le système de sonorisation professionnel. J'ai acheté 15 billets le jour de leur mise en vente. Une section entière, 3e rangée, centre du terrain, des places parfaites. J'ai envoyé le PDF à la discussion de groupe familial 6 semaines à l'avance, donnant à tout le monde suffisamment de préavis. J'ai écrit, Henri joue dans le championnat d'État. Le match est le 14 mars à 19 h. J'ai des billets pour tout le monde. C'est énorme pour lui. Martha a répondu avec un emoji pouce levé. Jérémy a dit qu'il vérifierait son calendrier. Maman a dit que cela avait l'air charmant. Papa n'a pas répondu. Ma cousine Barbara a dit qu'elle essaierait. Ma tante Amanda a dit peut-être. Personne n'a confirmé. Mais personne n'a dit non plus. Alors j'ai continué à espérer. J'ai envoyé des rappels 2 semaines à l'avance, puis 1 semaine à l'avance, puis 3 jours à l'avance. J'ai reçu des réponses vagues, je verrai. Probablement. Espérons-le. Henri me demandait tous les quelques jours si les gens venaient. Je lui ai dit oui. Je lui ai dit que toute la famille serait là pour l'encourager. Je lui ai dit que grand-mère apportait une pancarte. Je lui ai dit que l'oncle Jérémy prenait l'après-midi de congé. Je lui ai dit que ce serait une nuit qu'il n'oublierait jamais. J'avais raison, mais pas de la façon dont je le pensais. L'arène sentait le pop-corn, la cire à plancher et la faible odeur métallique des gradins qui avaient vu des milliers de matchs. Je suis arrivé 90 minutes plus tôt, tenant l'enveloppe de billets, l'estomac noué d'anticipation. Les places que j'avais achetées étaient parfaites, 3e rangée, centre du terrain, juste derrière le banc de Jefferson, assez près pour voir chaque jeu, chaque expression, chaque moment. Je pouvais voir Henri s'échauffer à l'autre bout du terrain, lançant des lay-ups avec une précision fluide, son visage concentré et calme de cette façon qu'il avait avant les grands matchs. Je me suis assis au milieu de la rangée et j'ai vérifié mon téléphone. Pas de message. J'ai envoyé un SMS à la discussion de groupe, et, tout le monde est déjà là? Le match commence dans 1 heure. Rien. J'ai attendu. Des gens sont entrés dans l'arène autour de moi, remplissant les sièges, riant, agitant des doigts en mousse. 15 minutes se sont écoulées. 20, 30. Les sièges à côté de moi sont restés vides. Les 14. J'ai vérifié mon téléphone à nouveau. Toujours rien. J'ai appelé Martha. Ça a sonné 4 fois et s'est allé à la messagerie vocale. Sa voix sur l'enregistrement était joyeuse, me disant de laisser un message et qu'elle me rappellerait bientôt. Je n'en ai pas laissé. J'ai appelé Jérémy. Même chose. Messagerie vocale. J'ai envoyé un SMS à maman. Êtes-vous en route? Pas de réponse. J'ai envoyé un SMS à papa. Et, tu viens? Rien. 45 minutes avant le coup d'envoi, j'ai commencé à paniquer.
Je me suis levé et j'ai scanné les entrées à la recherche de visages familiers dans la foule. J'ai vu des parents en maillot de l'équipe, des grands-parents avec des pancartes peintes, des étudiants en t-shirt assortis. Je n'ai vu personne que je connaissais. J'ai appelé Barbara. Elle a répondu au 4e appel, la musique tonitruant en arrière-plan, des voix riant. Elle a dit, Timothy, et, quoi de neuf? J'ai dit, Barbara, où es-tu? Le match commence dans 45 minutes. Il y a eu une pause. Puis elle a dit, oh mon Dieu, Timothy, je suis tellement désolé. J'ai complètement oublié. Je suis à un dîner en ville. C'est complètement sorti de ma tête. J'ai dit, Barbara, j'ai envoyé le billet il y a 6 semaines. J'ai envoyé 3 rappels. Elle a dit, je sais. Je sais. La vie a été folle, tu sais. Dis à Henri que je suis désolé. Je vais totalement me faire pardonner. J'ai dit, Barbara. Elle a dit, je dois y aller, Timothy. Je suis vraiment désolé. Elle a raccroché avant que je puisse répondre. Je suis resté là dans l'allée tenant mon téléphone, me sentant comme si j'avais reçu un coup de poing dans la poitrine. Autour de moi, l'arène se remplissait rapidement. Une grand-mère 3 rangées plus loin tenait un panneau d'affichage scintillant qui disait « C'est mon petit-fils, numéro 12. Allez les Eagles !» Un père assis à côté de moi avait peint tout son visage aux couleurs de l'école, bleu et or, et portait un doigt en mousse. Tout le monde avait quelqu'un. Tout le monde sauf Henri. Je me suis rassis. J'ai essayé d'appeler Martha à nouveau. Messagerie vocale. J'ai essayé Jérémy. Messagerie vocale. J'ai essayé ma mère une fois de plus, mes mains tremblant pendant que j'appuyais sur son nom. Elle a répondu au 3e appel. Je pouvais entendre mon père en arrière-plan regardant la télévision, le volume trop fort. J'ai dit, « Maman, où es-tu » Elle a dit, « Oh, Timothy, bonjour mon chéri. Nous sommes à la maison. Ton père a un rhume, et tu sais comment il devient. » Martha a dit qu'elle avait des choses de travail qu'elle ne pouvait pas éviter. Jérémy est occupé avec quelque chose. Je pense que Barbara avait des projets. Nous ne pouvions tout simplement pas y arriver ce soir. Tu comprends? J'ai dit, maman, c'est le championnat d'État. Henri en parle depuis des mois. J'ai envoyé des billets il y a 6 semaines. Elle a dit, eh bien, mon chéri, nous n'avons rien confirmé. Tu n'aurais pas dû supposer que nous serions tous libres. Ces choses arrivent. De toute façon, dis à Henri que nous sommes fiers de lui. Fais-lui un gros câlin de la part de grand-mère. J'ai dit, maman. Elle a dit, je dois y aller, Timothy. Jeopardy est allumé. Je t'aime. Elle a raccroché. Je suis resté là à regarder mon téléphone, le bruit de l'arène s'estompant en un grondement sourd. Je me sentais engourdi, vide. J'ai regardé les 14 sièges vides à côté de moi et j'ai voulu disparaître. Les lumières de l'arène se sont atténuées, la voix de l'annonceur a retenti dans les haut-parleurs, présentant d'abord l'équipe visiteuse, puis l'équipe locale. J'ai entendu le nom d'Henri, numéro 7, et la foule a éclaté. Je me suis levé et j'ai applaudi, mes mains bougeant en pilote automatique, ma gorge serrée. Henri a trotté sur le terrain avec ses coéquipiers, saluant la foule. Puis il a levé les yeux vers les gradins, scannant la section où j'étais assis. Je l'ai vu compter les sièges. Je l'ai vu me trouver seul dans une rangée de chaises vides. Son visage a changé. Juste pendant une seconde, j'ai vu la déception, la confusion, la douleur. Puis il s'est détourné et le match a commencé. Jefferson a gagné 64 contre 68. C'était une bataille brutale, le meneur changeant 8 fois. Henri a marqué 23 points, y compris les lancers francs décisifs à 40 secondes de la fin. La foule est devenue folle, criant et piétinant, et j'ai crié plus fort que quiconque. J'ai regardé mon fils soulever le trophée, j'ai regardé ses coéquipiers le submerger, j'ai regardé les confettis tomber des chevrons dans une pluie de bleu et d'or, et je les regardais regarder dans les gradins une fois de plus, à la recherche de visages qui n'étaient pas là. Après le match, j'ai rencontré Henri à l'extérieur du vestiaire. Ses cheveux étaient mouillés de la douche, son sac de sport jeté sur son épaule, la médaille de championnat accrochée à son cou. Il souriait, mais je pouvais voir la tristesse en dessous, le poids qu'il essayait de cacher. Il a dit, t'ont-ils envoyé un SMS? Grand-mère, tante Martha, oncle Jérémy, personne? J'ai sorti mon téléphone et j'ai vérifié.
0 message, pas un seul. J'ai dit, pas encore, mon pote. Je suis sûr qu'ils le feront. Henri a hoché la tête lentement, mais il ne me croyait pas. Je pouvais dire qu'il avait cessé de me croire vers la mi-temps quand il a levé les yeux et a vu les sièges vides. Nous sommes rentrés en silence, le trophée assis sur la banquette arrière, scintillant sous les réverbères. Quand nous sommes rentrés à la maison, Henri est allé directement dans sa chambre sans dire bonne nuit. J'ai entendu sa porte se fermer, j'ai entendu le verrou se claquer. Je me suis assis dans le salon dans le noir, fixant mon téléphone, attendant qu'il vibre, attendant des excuses, une explication, quelque chose. Ce n'est jamais venu. Cette nuit-là, je suis resté au lit à regarder le plafond, repassant les mots de ma mère encore et encore, tu n'aurais pas dû supposer. Comme si se présenter pour la plus grande réussite d'un enfant de 16 ans était une sorte de faveur facultative. Comme si l'amour était censé venir avec des avertissements. J'ai pensé à toutes les fois où je m'étais présenté pour eux, la fête du 30e anniversaire de Martha, le mariage de Jérémy, les dîners d'anniversaire de maman, la fête de naissance de Barbara. J'avais été là à chaque fois sans poser de questions, sans hésitation, sans avoir besoin d'être supplié. Et quand mon fils avait besoin d'eux, il ne pouvait même pas envoyer un SMS. Quelque chose à l'intérieur de moi s'est fissuré. Pas bruyamment, pas dramatiquement, juste une fracture silencieuse, comme de la glace se fendant sous le poids, une fissure capillaire que je savais ne guérirait jamais. J'ai décidé à ce moment-là, allongé dans le noir, que j'en avais fini de supposer, d'espérer, d'attendre des gens qui ne se présenteraient jamais. 3 jours se sont écoulés, pas d'appel, pas d'excuses, pas de reconnaissance qu'Henri venait de gagner un championnat d'État. Je n'arrêtais pas de vérifier mon téléphone, espérant à moitié que quelqu'un me contacterait, sachant à moitié qu'il ne le ferait pas. Le silence était plus fort que n'importe quelle insulte. Samedi est venu et est reparti. Dimanche aussi. Henri parlait à peine, passant la plupart de son temps dans sa chambre ou à lancer des paniers seul dans l'allée. Je voulais dire quelque chose pour arranger les choses, mais que pouvais-je dire ? Désolé que ta famille s'en fiche ? Désolé d'avoir menti quand j'ai dit qu'il serait là. Lundi matin, je préparais des légumes dans la cuisine du bistrot, tranchant des oignons pour la soupe à l'oignon, quand mon téléphone a vibré sur le comptoir. Un message dans la discussion de groupe familial. J'ai essuyé mes mains sur mon tablier et je l'ai ouvert. C'était de Martha. Elle a écrit « Famille, nouvelles excitantes. Nous organisons un dîner de victoire pour Henri afin de célébrer sa grande victoire au championnat ce samedi soir, 19h précise. Lieu, en B&Oak. Code vestimentaire, semi-formel, alors que tout le monde soit à son meilleur. Nous avons fixé le prix du billet à 2300 $ par place pour le rendre exclusif et spécial, vraiment honorer Henri comme il le mérite. Lien de paiement ci-dessous. Veuillez confirmer votre présence avant mercredi afin que nous puissions obtenir un décompte final. J'ai regardé l'écran, le lisant 2 fois pour m'assurer que je n'hallucinais pas. Elle a continué, Timothy, nous aurons besoin que tu fermes le restaurant pour nous ce soir-là. Événement privé, rachat complet. Henri mérite le meilleur absolu, et ton endroit est parfait pour ça. J'ai déjà dit à quelques personnes que ça se passait, alors merci d'avance. J'ai hâte. Il y avait un lien de paiement, un code QR Venmo et un sondage demandant qui pouvait y assister avec des options pour oui, peut-être, et non, mais envoyer mon amour. Je l'ai lu 3 fois, mon cœur battant dans mes oreilles, mes mains commençant à trembler. Elle facturait aux gens 2300 $ pour assister à un dîner en l'honneur de mon fils dans mon restaurant, sans me demander, sans s'excuser d'avoir manqué son match, sans reconnaître qu'elle l'avait complètement ignoré lors de la plus grande nuit de sa vie. Et elle s'attendait à ce que je ferme mon entreprise, que je refuse des clients payants, que je fasse don de mon espace, de mon personnel et de ma nourriture, et que je la remercie pour ce privilège. Jérémy a répondu en premier, ça a l'air génial. Comptez sur moi. Ça va être épique. Maman a écrit, quelle merveilleuse idée, Martha. Si attentionné. Comptez sur nous pour 2 places. Barbara a ajouté un emoji cœur et a écrit, c'est parfait. J'adore. J'ai posé mon téléphone sur la planche à découper et j'ai recommencé à trancher des oignons. Mes mains tremblaient tellement que j'ai failli me couper. J'ai continué à trancher, j'ai continué à respirer, j'ai continué à me dire de rester calme et de ne rien faire de stupide. Un de mes cuisiniers de ligne, un gars nommé Steven, qui était avec moi depuis 3 ans, m'a jeté un coup d'œil. Il a dit, « Boss, ça va ?
On dirait que tu vas assassiner cet oignon. J'ai dit, oui, ça va. Mais ça n'allait pas. J'étais furieux. Pas le genre de fureur chaude et explosive qui vous fait crier et jeter des choses, le genre froid, le genre qui calcule, le genre qui planifie. J'ai terminé mon travail de préparation, je me suis lavé les mains, je les ai séchées soigneusement et j'ai pris mon téléphone. J'ai ouvert la discussion de groupe. Mon pouce a plané au-dessus du clavier. Puis j'ai tapé un mot. J'ai écrit « non ». J'ai appuyé sur « envoyer » et j'ai coupé le son de la discussion. Steven m'a regardé et a souri. Il a dit « Boss, qu'est-ce que tu viens de faire ?» J'ai dit « quelque chose que j'aurais dû faire il y a des années ». 2 heures plus tard, Martha est entrée dans mon restaurant. Il était 18h30 un lundi soir, en plein coup de feu du dîner. La salle à manger était bondée. Des couples étaient assis à des tables d'angle éclairées aux chandelles. Un groupe d'entreprises occupait toute la salle privée pour célébrer une prime trimestrielle. Des habitués bordaient le bar en sirotant des olfactions et des Manhattans. L'air sentait le romarin, l'ail et le vin rouge. Mon hôtesse, une étudiante nommée Kimberly, était en train d'asseoir un groupe de 4 personnes quand Martha les a bousculés et s'est dirigée directement vers le pupitre d'accueil. Elle portait un blazer crème avec des boutons dorés, un jean de créateur, des talons qui claquaient sèchement contre le plancher de bois franc. Sa voix était assez forte pour percer la musique jazz d'ambiance et le bourdonnement de la conversation. Elle a dit « Où est Timothy ?» Kimberly s'est figée, ses yeux s'écarquillant. Elle a dit « Il est dans la cuisine. » « Puis-je vous aider, madame ?» Martha a dit « Faites-le sortir ici tout de suite. » J'ai entendu sa voix depuis le passe-plat où je dressais les côtes levées. J'ai posé les pinces, j'ai dit à Steven de surveiller la cuisinière, et je suis sorti par les portes battantes. Martha se tenait au milieu du hall d'entrée, les bras croisés, le visage rouge de colère. Toutes les têtes dans la salle à manger s'étaient tournées pour regarder. J'ai gardé ma voix calme et basse. J'ai dit « Martha, qu'est-ce que tu fais ici ?» Elle a dit « Qu'est-ce que je fais ici ?»« Qu'est-ce que tu fais, Timothy ?» ?»« J'organise un dîner magnifique et réfléchi pour ton fils, et tu réponds par non. »« Tu es sérieux, là ?» J'ai dit « Tu n'as rien organisé. » Tu as envoyé un SMS groupé demandant aux gens de payer pour assister à un dîner dans mon restaurant sans me le demander d'abord. Elle a dit « C'est pour Henri. » J'ai dit « Vous n'êtes pas venu pour Henri. Aucun d'entre vous. » Le visage de Martha s'est tordu, sa voix s'élevant d'un cran supplémentaire. Elle a dit « Oh mon Dieu, tu en es encore là ?» Nous étions occupés, Timothy. La vie arrive. Des choses se présentent, mais nous essayons de nous faire pardonner maintenant, et tu es égoïste et mesquin. J'ai senti tous les yeux dans la salle à manger tourner vers nous. Mes habitués, mon personnel, des étrangers avec des fourchettes arrêtées à mi-chemin de leur bouche. Un couple dans le coin a sorti son téléphone. J'ai dit, Martha, tu dois partir. Elle a dit, quoi? Excuse-moi. J'ai dit, tu m'as entendu. Pars. Tu perturbes mon entreprise. Elle s'est approchée, sa voix stridente maintenant, son doigt pointant vers ma poitrine. Elle a dit, c'est ridicule. Tu vas m'embarrasser devant tous ces gens parce que tu fais une crise de colère comme un enfant. Grandis, Timothy. C'est ce que fait la famille. La famille est de la famille. Où tu as oublié ça? Je l'ai regardé, je l'ai vraiment regardé, et pour la première fois de ma vie, je n'ai pas vu ma petite sœur. J'ai vu une étrangère qui m'utilisait depuis des années. Quelqu'un qui prenait et n'a jamais pensé à donner en retour. J'ai dit, tu as raison, Martha. La famille est de la famille. Alors, où étiez-vous vendredi soir? La bouche de Martha s'est ouverte, mais rien n'en est sorti. J'ai dit, où étiez-vous quand Henri avait besoin de vous? Où était Jérémy? Où étaient maman, papa, Barbara, tante Amanda? J'ai envoyé des billets 6 semaines à l'avance. J'ai envoyé 3 rappels. Je vous ai supplié de venir, et aucun d'entre vous n'est venu. Aucun d'entre vous n'a envoyé de SMS. Aucun d'entre vous n'a même fait semblant de se soucier. Le visage de Martha est devenu plus rouge. Elle a dit, nous avons dit que nous étions désolés. J'ai dit, non, vous ne l'avez pas fait. Vous ne vous êtes pas excusé une seule fois. Vous avez envoyé un lien de paiement et une demande. Elle a ouvert la bouche pour argumenter, mais je l'ai coupée. J'ai dit, tu es bannie, Martha,
de ce restaurant de façon permanente. Ne reviens pas. N'appelle pas. N'envoie pas de SMS. Tu as fini ici. Ses yeux se sont écarquillés, sa bouche s'ouvrant sous le choc. Elle a dit, tu ne peux pas être sérieux. J'ai dit, je suis mortellement sérieux. Pars maintenant avant que j'appelle la police et que je te fasse escorter dehors. Martha m'a regardé pendant un long moment, sa poitrine se soulevant, ses mains serrées en poing. Puis elle s'est retournée et s'est précipitée vers la porte, ses talons claquant violemment contre le sol. Elle a claqué la porte si fort que les fenêtres ont tremblé et que les verres à vin sur les tables voisines ont tinté. La salle à manger est restée silencieuse pendant 3 secondes complètes. Puis, lentement, un de mes habitués, un homme plus âgé qui venait tous les lundis pour le plat du jour, a commencé à applaudir. Puis la femme à côté de lui s'est jointe à lui. Puis une autre table. Puis une autre. En quelques secondes, toute la salle à manger a éclaté en applaudissements. Je suis resté là stupéfait pendant que mes clients applaudissaient et sifflaient. Kimberly souriait. Steven a passé sa tête hors de la cuisine et m'a fait un signe de pouce levé. J'ai hoché la tête, j'ai pris une inspiration et je suis retourné à la cuisine pour terminer le service du dîner. Ce soir-là, après avoir fermé, j'ai reçu 17 SMS, Martha, Jérémy, maman, Barbara, même ma tante Amanda, dont je n'avais pas entendu parler depuis 2 ans. Tous demandaient des explications, me traitant d'enfantin, de cruel et d'égoïste, m'accusant de ruiner la famille à cause d'un seul événement manqué. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Au lieu de cela, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à extraire des enregistrements. J'ai passé 4 heures à construire une feuille de calcul ce soir-là, chaque prêt, chaque événement traiteur, chaque facture impayée, chaque faveur que j'avais faite à ma famille au cours des 15 dernières années. J'ai extrait des relevés bancaires, d'anciennes factures, des reçus que j'avais conservés dans des dossiers, des confirmations par email, des transactions Venmo. Les paiements de loyer d'urgence de Martha au fil des ans, 12 cas distincts totalisant $9 400. Le prêt automobile que j'ai co-signé quand elle a été saisie, $4 200 supplémentaires que j'ai dû couvrir quand elle a fait défaut après 6 mois. Le prêt commercial de Jérémy qu'il n'a jamais remboursé, $5 000. Le dîner de répétition du mariage de Jérémy à Amber & Oak, paiement promis jamais reçu, $3 200. Les $3 000 que j'ai envoyés pour l'appareil dentaire de sa fille, $3 000. La fête du 40e anniversaire de mariage de maman et papa entièrement traiteur gratuitement, $2 800 en coûts de nourriture et de main-d'œuvre. Les dîners d'anniversaire de maman que j'ai organisés et payés, 5 années de suite. Valeur totale de $6 500. La fête du 30e anniversaire de Martha au bar sur le toit, $4 100 en coûts de traiteur. La fête de naissance de Barbara organisée et traiteur à mon Béastro, $1 900. La voiture que j'ai prêtée à Jérémy pendant 6 mois pendant que la sienne était à l'atelier est revenue avec des dommages et des contraventions, $800 en réparation et en contravention de stationnement impayé. Le dépôt de garantie que j'ai avancé pour l'appartement de Martha quand elle n'a pas pu être approuvée, $2 200 jamais remboursés. Les dîners de fête de l'Action de grâce que j'ai organisés et payés entièrement, 8 années consécutives, $11 000 en nourriture, décoration et fourniture. Les dîners de Noël, même chose, $9 500. Le paiement du prêt étudiant de Martha que j'ai couvert quand elle était entre 2 emplois, $400. Le paiement hypothécaire de Jérémy que j'ai couvert pendant son mois difficile. $2 100. La facture de vétérinaire d'urgence pour le chien de maman que j'ai payé, $890. La réparation de la voiture de papa qu'il m'a demandé de gérer, $640. La liste était longue, très longue. Petite chose, grande chose, tout entre les deux. Au moment où j'ai terminé, le total était de $127 430. $127 430. Je me suis rassis dans ma chaise et j'ai regardé le nombre briller sur mon écran. J'avais donné à ma famille plus de $100 000 au cours des 15 dernières années. Des prêts qu'ils n'ont jamais remboursés. Des événements que j'ai organisés gratuitement. Des urgences pour lesquelles je les ai sortis de là sans poser de questions. Et ils n'ont pas pu se présenter au match de championnat de mon fils. J'ai enregistré la feuille de calcul. Je l'ai sauvegardée à 3 endroits différents. Je l'ai jointe à un brouillon de courriel et j'ai commencé à écrire. J'ai envoyé le courriel à 6 heures du matin mardi. Ligne d'objet, une lettre d'adieu. J'ai joint la feuille de calcul complète ainsi que des reçus numérisés, des confirmations de virements bancaires,
des captures d'écran de transactions Venmo et des factures d'événements traiteurs. J'ai écrit, à ma famille, depuis 15 ans, je suis votre filet de sécurité. J'ai viré de l'argent quand le loyer était court. J'ai organisé gratuitement vos fêtes tout en travaillant 16 heures par jour à mon restaurant. J'ai co-signé des prêts, payé des dépôts, couvert des urgences sans poser de questions. Je n'ai jamais exigé de remboursement. Je n'ai jamais gardé le score. Je n'ai jamais rien demandé en retour sauf le respect de base et l'hypothèse que quand j'aurais besoin de vous, vous vous présenteriez. Vendredi dernier, le 14 mars, mon fils Henri a joué dans le match de championnat d'État de basketball. C'était le plus grand moment de sa vie de 16 ans. Je vous ai tous invités 6 semaines à l'avance. J'ai envoyé des rappels. J'ai acheté 15 billets, des sièges au 3e rang, au centre du terrain. J'ai dit à Henri que toute sa famille serait là pour l'encourager. Personne ne s'est présenté. Personne n'a envoyé de SMS. Personne ne l'a reconnu. 3 jours plus tard, Martha a envoyé un SMS groupé exigeant que je ferme mon restaurant pour organiser un dîner de victoire privé à $2300 par place qu'elle ne prévoyait pas de cuisiner, de payer ou d'organiser. Pas d'excuses, pas de reconnaissance de ce que vous avez tous manqué, juste des droits. 6 juin une feuille de calcul détaillée de chaque faveur, prêt, événement traiteur et facture impayée au cours des 15 dernières années. Le total est de $127 430. Je ne vous demande pas de le rembourser. Je ne menace pas d'action en justice. Je vous montre simplement ce que j'ai donné librement et sans me plaindre parce que je pensais que c'est ce que signifiait la famille. Avec effet immédiat, plus de prêts. Plus de traiteurs gratuits. Plus de sauvetage d'urgence. Plus de co-signatures. Plus de suppositions que je vais me présenter quand vous ne le ferez pas. Je vous souhaite à tous le meilleur. Mais je choisis mon fils plutôt que des gens qui ne pouvaient pas se soucier de le choisir. Je choisis la paix plutôt que d'être pris pour acquis. Je me choisis moi-même. Ne me contactez pas à moins que vous ayez quelque chose de significatif à dire. Timothy, je l'ai relu 3 fois. Puis j'ai appuyé sur envoyer. En moins de 10 minutes, mon téléphone a explosé. Martha, c'est insensé. Tu déchires la famille à cause d'un seul match de basketball manqué. Un match, Timothy. Jérémy, tu vas le regretter. Tu fais une énorme erreur. Maman, Timothy, c'est tellement blessant et inutile. Nous t'aimons. Nous t'avons toujours aimé. Ce n'est pas toi. Barbara, je n'arrive pas à croire que tu fais ça. Tu es cruel. Papa, très déçu de toi, mon fils. Tante Amanda, cela semble extrême. J'ai coupé le son de toutes les conversations. J'ai bloqué le numéro de Martha. J'ai bloqué le numéro de Jérémy. J'ai laissé maman et papa débloqués, mais je n'ai pas répondu. Je suis allé travailler. Mardi après-midi, Jérémy s'est présenté au Béastro. Il est entré pendant la préparation du déjeuner, le visage tendu et rouge, la mâchoire serrée. Il a dit, « Timothy, nous devons parler tout de suite. » J'étais en train d'étaler de la pâte à pâte, mes mains couvertes de farine. J'ai dit, « Je travaille, Jérémy. » Il a dit, « Martha est hystérique. Maman pleure. Papa est furieux. Tu ne peux pas juste faire exploser la famille comme ça parce que tu passes une mauvaise journée. » J'ai continué à rouler la pâte, la pressant de plus en plus finement. J'ai dit, je n'ai pas fait exploser la famille. J'ai juste arrêté de la maintenir unie pour des gens qui ne l'apprécient pas. Jérémy s'est approché, sa voix baissant à un chuchotement dur. Il a dit, tu as envoyé une feuille de calcul, Timothy. Une feuille de calcul? Qui fait ça? Quel genre de personne garde une trace comme ça? J'ai posé le rouleau à pâtisserie et je l'ai regardé. J'ai dit, quelqu'un qui en a eu marre d'être invisible. Où étais-tu vendredi soir, Jérémy? Jérémy a cligné des yeux. Il a dit, j'avais des projets. Je te l'ai dit. J'ai dit, des projets. Henri a joué dans le championnat d'État. Il a gagné. Il a marqué 23 points. Il a réussi les lancers francs gagnants. Et tu avais des projets. Jérémy a changé son poids, ses yeux s'éloignant. Il a dit, écoute, je suis désolé de l'avoir manqué, d'accord? Mais tu exagères complètement. Tu agis comme un enfant. Je suis allé à mon bureau, j'ai pris une copie imprimée de la feuille de calcul et je la lui ai remise. J'ai dit, ce sont 15 ans de faveur,
de prêts et de factures impayées. Tu me dois personnellement $8 200. Martha me doit $23 600. Maman et papa me doivent $19 000 en frais de traiteur que je n'ai jamais facturés. Jérémy a regardé le papier, son visage devenant pâle. Il a dit, « Tu as gardé une trace ? Tu as vraiment gardé une trace ?» J'ai dit, « Je n'avais pas à le faire. Mon comptable l'a fait. Tout est là. Virement bancaire, numéro de facture, date, montant. » Jérémy m'a regardé, la mâchoire serrée, ses mains froissant le papier. Il a dit, « Alors quoi ? Tu réclames des dettes maintenant ? C'est bas, Timothy. C'est vraiment bas. » J'ai dit, « Non, je ne réclame rien. Tu ne me dois pas d'argent, Jérémy, mais tu n'en reçois plus non plus. C'est la différence. » Jérémy a jeté le papier froissé sur le comptoir. Il a dit, « Tu fais une énorme erreur. La famille, c'est la famille. On ne s'en va pas comme ça. » J'ai dit, « Tu es parti le premier. Tu ne l'as juste pas remarqué parce que j'étais trop occupé à nettoyer après toi. » Jérémy m'a regardé pendant un long moment. Puis il s'est retourné et est sorti sans dire un mot de plus. 3 semaines se sont écoulées, et les retombées ont été spectaculaires. Le lien de paiement de Martha pour le dîner de Victoire a reçu exactement 0 réponse. Personne n'a payé. Personne n'a confirmé sa présence. L'événement n'a jamais eu lieu. Elle a publié un message vague sur les médias sociaux concernant le report en raison de conflits d'horaires, mais la section des commentaires s'est remplie de questions. Les gens ont commencé à demander pourquoi Timothy n'était pas impliqué, pourquoi la famille se battait. Quelqu'un a commenté, « N'as-tu pas crié après ton frère dans son restaurant ? Mon amie était là. Elle a dit que tu étais hors de contrôle. » Martha a supprimé le message en moins d'1 heure. Puis elle a supprimé 3 autres messages quand les gens ont continué à poser des questions. Une semaine plus tard, elle a supprimé tout son compte Instagram. Jérémy a essayé de refinancer sa maison pour obtenir un meilleur taux d'intérêt et s'est vu refuser. Il s'avère que sa cote de crédit avait chuté après que j'ai cessé de co-signer ses prêts et de couvrir ses découverts. La banque lui a dit qu'il avait trop de dettes existantes et pas assez de revenus fiables. Il m'a appelé une fois, sa voix désespérée, me suppliant de me porter garant pour lui une fois de plus. Juste une fois de plus. Il a promis qu'il me rembourserait. J'ai laissé aller à la messagerie vocale. Je n'ai jamais rappelé. Maman et papa ont cessé d'organiser des dîners de vacances. Sans que je paie la facture et que je fasse toute la cuisine, ils ne pouvaient pas se permettre de nourrir 15 personnes. Pâques est venu et est reparti. Ils l'ont passé seul avec un jambon acheté en magasin. Maman m'a appelé le lendemain, sa voix petite et triste, me demandant si Henri voulait venir pour des restes de gâteau. J'ai dit, non, merci. Elle a dit, oh, Timothy, s'il te plaît. Ça a assez duré. J'ai dit, je suis d'accord. Ça a duré 15 ans. Maintenant, c'est fini. J'ai raccroché. La fête de naissance de Barbara, celle qu'elle planifiait pour juin, a été annulée. Elle comptait sur moi pour l'organiser gratuitement comme je l'avais fait pour sa première il y a 3 ans. Quand je n'ai pas offert, elle a essayé de réserver un traiteur et a obtenu un devis de $4 000. Elle ne pouvait pas se le permettre. Elle a essayé de le faire elle-même, en préparant des sandwichs et un gâteau en boîte. Ce fut un désastre. La moitié de la nourriture n'a pas été mangée. Les gens sont partis tôt. J'en ai entendu parler par un ami commun qui se sentait mal pour elle. Je ne me suis pas senti mal. Martha a essayé de réserver une table à Amber & Oak pour son anniversaire en mai en utilisant le nom d'une amie. Kimberly a reconnu sa voix au téléphone et lui a dit que nous étions complets pour les 6 prochains mois. Martha s'est présentée quand même, essayant d'entrer. J'étais dans la salle à manger quand elle est arrivée. Je l'ai regardée droit dans les yeux et j'ai dit, « Tu n'es pas la bienvenue ici. » Elle est partie sans faire de scène. L'entreprise d'aménagement paysager de Jérémy a commencé à perdre des clients. Le mot s'est répandu qu'il n'était pas fiable, qu'il empruntait de l'argent et ne le remboursait pas, que sa famille ne lui parlerait même pas. 3 de ses plus gros comptes l'ont laissé tomber en un mois. Il a essayé d'obtenir un prêt aux petites entreprises pour rester à flot et a été rejeté. Il ne m'a plus appelé. Maman a essayé une fois de plus fin mai. Elle s'est présentée au Béastro un samedi après-midi, pas pendant le service, juste debout tranquillement dans le hall d'entrée. Elle avait l'air petite et fatiguée, ses cheveux plus gris que je ne m'en souvenais.
Elle a dit, Timothy, s'il te plaît, pouvons-nous juste parler? J'ai dit, pas ici, maman. Elle a dit, alors où? J'ai dit, nulle part. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Elle a dit, tu me brises le cœur. J'ai dit, tu as brisé celui d'Henri en premier. Elle a commencé à pleurer. Je suis resté là à regarder, ne ressentant rien. Puis elle est partie. Juin est arrivé. Juillet. Les messages ont cessé. Les appels ont cessé. La discussion de groupe familial s'est tue. Je ne les ai pas chassés. Je n'ai pas envoyé de cartes de vacances. Je n'ai pas vérifié leurs médias sociaux. J'ai juste avancé. Henri et moi avons passé cet été à construire une nouvelle normalité. Nous avons fait un voyage en voiture pour visiter son futur campus à Portland. Il avait accepté une bourse complète pour jouer au basketball dans une école de Division 2 avec un excellent personnel d'entraîneurs et un solide programme universitaire. Nous avons passé 2 semaines sur la route, juste nous deux. Nous avons mangé du barbecue au Texas, de la poitrine si tendre qu'elle s'est effondrée sur la fourchette. Nous avons vu le Grand Canyon au coucher du soleil, le ciel devenant orange et violet. Nous avons conduit sur la Pacific Coast Highway avec les fenêtres baissées, l'océan s'étendant à l'infini à notre gauche. Nous avons parlé des heures, de ce qu'elle penserait de tout ça. Nous avons parlé du Béastro, de son avenir, de ce que signifie se choisir quand tout le monde choisit de vous oublier. Le dernier soir du voyage, nous étions assis sur une plage à Cannon Beach, en Oregon, à regarder le coucher du soleil. L'air était froid, le vent vif, mais le ciel était à couper le souffle. Henri s'est tourné vers moi, son visage sérieux. Il a dit, « Penses-tu que tu leur pardonneras un jour ?» J'y ai pensé. Vraiment pensé. J'ai dit, je ne sais pas. Peut-être un jour, mais je ne pense pas que le pardon soit le but maintenant. Je pense que le but est de savoir que je vaux plus que d'être invisible. Savoir que tu vaux plus que d'être une pensée après coup. Henri a hoché la tête lentement. Il a dit, tu le regrettes? Envoyer le courriel, les couper? J'ai dit, non, le regrettes-tu? Il a dit, non. J'étais en colère au début, triste, mais maintenant je me sens juste plus léger, comme si nous n'avions plus à faire semblant. J'ai dit, c'est exactement ça. Henri a souri, un vrai sourire, le genre que je n'avais pas vu depuis avant le match de championnat. Il a dit, tu n'as jamais été invisible pour moi, papa. J'ai mis mon bras autour de son épaule et j'ai regardé les vagues se briser contre les rochers. Le soleil a plongé sous l'horizon, transformant le ciel en violet profond. Pour la première fois en 15 ans, je me suis senti léger. Pas parce que je me suis vengé, pas parce qu'ils ont souffert, mais parce que j'ai finalement arrêté de porter des gens qui refusaient de me porter en retour. Ambe Ndok a continué de prospérer. En août, nous avons été décrits dans un magazine gastronomique national. L'article qualifiait mes côtes levées de transcendantes et disait que le restaurant avait une âme qui provenait d'une expérience vécue. Les réservations ont triplé. J'ai embauché 3 personnes de plus. Nous avons commencé un service de brunch du dimanche qui affichait complet chaque semaine. Henri est parti pour l'université fin août. Je l'ai aidé à s'installer dans son dortoir, j'ai rencontré son colocataire, j'ai mangé de la nourriture médiocre de la salle à manger avec lui. Quand je l'ai serré dans mes bras pour lui dire au revoir, il a murmuré, « Merci de m'avoir choisi ». Je suis rentré seul, pleurant tout le long du chemin, mais c'était de bonnes larmes. En septembre, j'ai reçu un SMS d'un numéro inconnu. Il disait, « Bonjour, Timothy. C'est Amanda. Je sais que nous n'avons pas parlé depuis un moment, et je ne te blâme pas si tu supprimes ceci. Mais je voulais dire que je suis désolé. J'aurais dû être au match d'Henri. J'aurais dû dire quelque chose quand Martha a envoyé ce SMS ridicule. Vous méritez mieux. Il méritait mieux. J'espère que vous allez tous les deux bien. Si tu veux prendre un café un jour, sans pression, fais-le-moi savoir. Tu me manques. » J'ai regardé le message pendant un long moment. Puis j'ai répondu, « Merci, Amanda. Cela signifie beaucoup. Je vais penser au café, » a-t-elle répondu. Prends ton temps. Je serai là. Je n'ai plus jamais entendu parler du reste d'entre eux. Martha, Jérémie, maman, papa, Barbara. Silence. Je ne les ai pas chassés. Je n'ai pas envoyé de carte de Noël. Je n'ai pas vérifié leurs médias sociaux. J'ai juste avancé. Octobre est arrivé.
Novembre. Les feuilles sont devenues rouges dorées. J'ai organisé la fête de l'Action de grâce au Béastro pour mon personnel et leur famille, un grand repas communautaire avec trop de nourriture, trop de vin et trop de rire. Henri est rentré à la maison pour les vacances d'hiver en décembre. Il avait l'air plus grand, plus fort, plus heureux. Il m'a parlé de ses cours, de ses coéquipiers, de sa nouvelle vie. Nous avons passé le matin de Noël à faire des crêpes et à regarder de vieux films, juste nous deux. Il a dit, c'est le meilleur Noël que j'ai jamais eu. J'ai dit, ouais. Il a dit, ouais, parce que c'est réel. Pas de faire semblant, pas de marcher sur des œufs, juste nous. Je l'ai serré fort dans mes bras. Ce soir-là, après qu'il soit allé se coucher, je me suis assis sur le canapé avec un verre de vin et j'ai pensé aux 9 derniers mois, au match de championnat, au siège vide, aux SMS de Martha, au courriel, au silence. Je ne regrettais rien de tout cela. J'ai choisi mon fils. J'ai choisi ma paix. Je me suis choisi moi-même. Et cela, j'ai réalisé, était la vraie victoire. Pas les acclamations, ni les applaudissements, ni la satisfaction de les voir s'effondrer. Juste la connaissance tranquille que j'étais enfin libre. Libre des attentes qui n'ont jamais été justes. Libre de donner sans recevoir. Libre d'être invisible pour des gens qui auraient dû me voir. J'ai levé mon verre à la pièce vide. J'ai dit, à Henri, et à ne plus jamais être un paillasson. Puis j'ai bu et j'ai souri, et je me suis senti léger.